Alors, bonjour tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ça va? D'accord, très bien. Alors, on va faire la suite du cours qui concerne le machine learning, ou bien les bases de machine learning, sachant que jusqu'à présent, nous avons fait un ensemble de choses, d'accord? Et nous sommes dans la cinquième partie, sachant que la séance dernière, normalement, nous avons déjà montré comment ça se fait l'apprentissage sans utiliser des libraries, c'est-à-dire des choses prêtes à utiliser en tant que boîte noire. Par exemple, le cas de linear regression de Scalar. Donc, l'utilisation de cette bibliothèque, normalement, ne permet pas de connaître comment ça se fait exactement l'apprentissage. C'est pour cela nous avons essayé de faire notre propre approche, et ce, sans utilisation de Scalar, ce qu'on appelle normalement une implémentation euh, de l'apprentissage, bien d'une méthode d'entraînement from scratch. Alors, finalement, l'objectif, c'était arriver à ce code source-là, qui est capable de faire l'apprentissage pour un dataset finalement de n'importe quelle taille. Si je peux avoir soit un seul feature ou bien plusieurs features. Donc, ce code source-là, il contient un ensemble d'étapes, et chaque étape, normalement, nous sommes amenés à connaître ce que ça signifie exactement et quel est son rôle pour assurer la mise à jour des poids. Parce que finalement, c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est un ensemble de poids, bien de paramètres qu'il faut les, les trouver, c'est-à-dire les bons paramètres. Ce sont les paramètres des modèles qui vont permettre au modèle de trouver les bonnes prédictions. Les bonnes prédictions, ça veut dire que on minimise une fonction coût telle que la fonction mean squared error. Alors bien sûr, je vais survoler sur ça rapidement parce que ça c'est un rappel, ce sont les parties que nous avons vues jusqu'à présent. Et bien sûr, donc ça concerne ce que c'est l'apprentissage et ainsi de suite. Nous avons fait des applications mais en utilisant Scalar. Alors, et nous avons commencé par, bien sûr, la semaine dernière, de voir ce que c'est l'apprentissage. Et nous avons finalement fait un modèle naïf en lui donnant une valeur à base, c'est une valeur de W1, c'est-à-dire il s'agit d'un modèle. Et nous sommes capables, bien sûr, de tracer le modèle et de calculer les erreurs et bien sûr même dessiner le modèle qui est le suivant. Par la suite, nous avons amélioré ce code en répondant à cet ensemble de questions, notamment être capable de, au lieu de proposer un seul modèle, qui est celui-là, parce que jusqu'à présent, on étudie un seul modèle. Donc, à la place d'étudier un seul modèle, nous avons proposé un ensemble de modèles, exactement 60 modèles, parce qu'il y a une liste de paramètres allant de 0 jusqu'à 6 avec un pas de 0 à 1. Tout calcul fait, nous avons 60 ou 61 modèles. Donc bien sûr, ces modèles-là, il faut à chaque fois faire la même pratique qui est ici. C'est-à-dire faire la prédiction, imprimer la prédiction, calculer les erreurs et plotter le modèle. Finalement, ce bloc va se répéter pour l'ensemble des modèles. C'est-à-dire il y a une boucle.
d'accord, comme montré ici, d'accord, sachant que le bail c'est fixe. Donc les modèles qu'on va avoir, c'est 0, 1, par la suite 0,1, 1, par la suite 0,2, 1, et ainsi de suite, parce que le bail c'est fixe. Donc nous avons parcouru toute la liste des modèles qui sont proposés ici, notamment le W1, et par la suite nous avons fait les mêmes démarches. Prédiction en utilisant le modèle, afficher bien sûr le résultat de prédiction, calculer et afficher les erreurs, d'accord, soit l'erreur simple ou bien l'erreur quadratique ou bien le mean squared error. Ceci a donné lieu à ce résultat que nous avons montré comment l'analyser. Et surtout, nous avons montré que pendant les itérations, il y a un modèle particulier qui est 1,3 et qui maximise ou bien optimise le modèle, à savoir l'erreur ici égale à 0, à savoir MSE aussi égale à 0. Donc c'est-à-dire nous avons créé des modèles et nous sommes capables d'analyser l'erreur. Donc ceci, bien sûr, en répondant à cet exercice aussi, nous avons pu tracer les modèles de cette manière-là, c'est-à-dire celui qui a W1 égale à 3, il passe exactement à travers l'univers de points. Et ensuite, nous avons tracé l'erreur en fonction de W1. Ceci montre que l'erreur, c'est une erreur finalement fonction de quelque chose au carré, donc qui est dans ce graphe. Donc finalement, c'est la même démarche. Donc après avoir analysé l'erreur en fonction de l'évolution de W1, par la suite, nous avons dégagé deux remarques importantes, c'est-à-dire le problème d'initialisation, ou bien le problème d'orientation, et aussi le problème de pas de mise à jour. Ceci, normalement, pour répondre à ces deux problèmes-là, il y a un algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme de gradient descent. Donc, il est capable de connaître la bonne direction de mise à jour pour ne pas s'éloigner du minimum, et ce, en utilisant bien sûr la dérivée partielle par rapport à la variable. Donc, le calcul de la dérivée, c'est simple, de l'erreur par rapport à W1. Et aussi, il faut pas dépasser le minimum en assurant des pas de mise à jour qui sont petites, ou bien des pas petits, d'accord? C'est-à-dire, il faut choisir ce qu'on appelle un hyperparamètre qui s'appelle learning rate. Donc, ceci, bien sûr, donne lieu à cette description de diagramme de gradient descent. Donc, bien sûr, dans l'algorithme, il faut initialiser les paramètres. Il faut calculer les gradients qui sont bien sûr, ce sont des dérivées partielles par rapport aux différents paramètres. Et aussi, il faut mettre à jour les paramètres, c'est-à-dire l'ancienne valeur ou bien la nouvelle valeur égale à l'ancienne valeur moins le gradient fois le learning rate. Ce process de 2 et 3 est répété, d'accord, jusqu'à un ensemble d'itérations est réalisé, ou bien un critère d'arrêt soit atteint en général. Nous, le critère d'arrêt, nous avons choisi tout simplement une boucle de for, par exemple, de répéter le process for i égale à 0, par exemple, tout 100. C'est-à-dire, nous allons faire la mise à jour 100 fois. Ce son-là, en général, dans le jargon de machine learning, on l'appelle époque. Bien sûr, ça, c'est la définition de gradient descent. Alors, comment l'implémenter? Nous l'avons implémenté en se basant sur, bien sûr, en commençant parce que c'est le MSE, et il faut calculer la dérivée partielle de MSE par rapport à base, parce que ce sont les variables qu'il faut trouver, et W1. Donc, on calcule le gradient de W1, c'est-à-dire il faut calculer la dérivée partielle de MSE par rapport à W1. Ceci dit que nous sommes capables bien sûr de faire la dérivée de cette fonction, donc c'est la même chose. Donc la dérivée ça va donner ça, et ensuite la dérivée ici ça va donner cette valeur. Donc ce sont deux dérivées à calculer, et bien sûr par la suite le code Python pour ça c'est simple, et le code de Python c'est ça, c'est simple.
parce qu'il y a une certaine sommation de xi fois la différence entre deux choses. Et ça, normalement, le bias plus W1 fois xi, ce n'est que y hat. D'accord? Donc, pour trouver le code équivalent à cette formule-là, c'est une chose qui est simple. La même chose pour cette formule. Alors, bien sûr, ceci a donné lieu à ces deux codes sources. Donc, soit pour le gradient de W1 ou bien le gradient de base. Alors, bien sûr, ça concerne une seule itération. Et bien sûr, pour le gradient descent, il faut avoir un ensemble d'itérations. C'est-à-dire ici, il y a plusieurs mises à jour. Donc voilà, donc ça c'est la même chose. Alors, bien sûr, après avoir compris ça pour un dataset qui est très simple, c'est-à-dire le dataset initial que nous avons utilisé, un tableau simple de 4 ou bien 5 valeurs qui sont les suivantes finalement. D'accord? Ce dataset. Donc pour ce dataset, on a trouvé l'algorithme de gradient descent. Maintenant, nous sommes amenés à faire la même chose, mais pour ce dataset-là, qui contient réellement un nuage de points. Et maintenant, bien sûr, en tout cas, l'erreur ne va jamais avoir 0. Parce que l'objectif est de trouver cette droite qui traverse le nuage de points. Cette droite a la forme de bias plus W1 fois X1. Donc, comment bien sûr faire appel à gradient descent pour trouver cette droite? Bien sûr, pour ce traitement-là, il faut déjà trouver le dataset, chose que nous avons déjà faite dans les anciennes présentations. Et ça, c'est scaler, parce que ça, c'est un rappel, c'est-à-dire utiliser scaler. On calcule les erreurs, on fait le plot, donc voilà la droite. Ça en utilisant scaler. Maintenant, sans utiliser scaler, c'est-à-dire sans utiliser ça ou bien les autres qui sont barrés. Alors, comment faire pour faire notre propre travail? Tout simplement, il ne faut pas utiliser tout ce qui est en rouge et barré. Donc, il faut le remplacer. Le remplacer par quoi? Le remplacer par, bien sûr, notre propre manière qui va permettre de faire le calcul ou bien la mise à jour des variables. Alors, ceci, tout simplement, nous allons utiliser l'ancien algorithme de la même manière. C'est-à-dire, il faut initialiser les paramètres. Ensuite, il faut répéter un ensemble de traitements qui contiennent à la fois la prédiction, le calcul des gradients et la mise à jour. Donc quelqu'un, s'il vous plaît, a laissé son micro ouvert. Il y a un bruit quelque part. Oui, est-ce que quelqu'un normalement est là? Attendez. Série شريط machin. D'accord. Alors maintenant, nous avons dit que cette manière-là, c'est le même algorithme de ce que nous avons utilisé pour l'ancien dataset. Donc il y a l'initialisation du modèle. Il faut répéter le traitement un ensemble de fois, ce qu'on appelle epochs. Voilà. Il faut faire la prédiction. Pour imprimer l'erreur, c'est pas obligatoire parce on va pas utiliser l'erreur pour le calcul des gradients. Donc pour calculer les gradients, c'est ça. C'est les mêmes formules de tout à l'heure. Gradient W1 égale à ça. Donc pour cette formule-là, voilà là le code source. Et pour cette formule, voilà le code source. Donc ça, c'est pour calculer les gradients qui sont tout simplement la dérivée de MSE par rapport à W1 ou bien par rapport à base. Une fois calculés les gradients, nous allons les utiliser pour la mise à jour des poids, c'est-à-dire le base égal à ancien base, sachant que les déjà initialisé, moins le gradient base qui est calculé ici, fois le learning rate pour ne pas dépasser
l'optimum. Et la même chose pour W1. Donc pour moi, il est très important bien sûr de comprendre chaque instruction, qu'est-ce que ça veut dire. Learning rate, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ça, ces deux instructions, qu'est-ce que ça veut dire? Et ainsi de suite. Donc je rappelle rapidement que ça, c'est learning rate. Il, il empêche ou bien il assure de faire la mise à jour de petits pas pour ne pas dépasser le minimum. Ça, c'est un hyperparamètre. Learning rate, donc son rôle est d'assurer de petites mises à jour. Regardez, il est utilisé dans cette formule-là. Fois learning rate, qui est en général à l'ordre de 1 sur 100 ou bien 1 sur 10, c'est-à-dire il va diviser la quantité de mise à jour pour ne pas dépasser le minimum. D'accord? Donc ça, si on est la fonction A à cette forme, donc si nous sommes ici à W1, d'accord, la prochaine mise à jour, donc nous sommes ici, la prochaine mise à jour va être juste très à côté de W1 pour ne pas faire une grande mise à jour et dépasser l'optimum qui est ici. D'accord, donc ça c'est un multiplicateur, c'est un diviseur. Donc on va diviser par quelque chose, donc on assure de petits pas. Ça c'est le learning rate. Ça, c'est la partie initialisation du modèle parce que le modèle se résume à un ensemble de paramètres. Jusqu'à maintenant, on a deux paramètres, W1 et BICE, il faut les initialiser. Ça est POX dans le jargon de machine learning normalement. C'est l'ensemble de répétitions à faire pour la mise à jour. Regardez, les mises à jour sont ici, d'accord, sont ici, exactement. Et donc, ce nombre de fois d'époques, c'est-à-dire on va faire combien de mises à jour. Plus le nombre de mises à jour est grand, plus éventuellement je dis que on va converger vers le bon modèle. Donc ça c'est la prédiction. Pourquoi on doit la calculer? Parce que pour calculer le gradient, on a besoin de y hat tout simplement. Le MSE, on n'a pas besoin de MSE dans les formules ici. Donc bah, c'est pas la peine de la calculer pour le gradient descent. Mais pour voir la trace ou bien la traçabilité d'évolution de modèle, il est très important de la calculer. Alors ici, ce sont les dérivés, d'accord? Donc les dérivés pour trouver à la fois l'orientation et la quantité de mise à jour. Donc le gradient de base, c'est le gradient de W. Et ça, c'est les formules de mise à jour. Donc voilà les étapes de gradient. Donc initialisation d'hyperparamètres, initialisation du modèle, la prédiction, calcul des dérivés partiels et la mise à jour des paramètres. Donc 5 étapes. Monsieur, Oui, j'ai une question. oui. Euh, Parfois, on entend les termes hyperparamètres et paramètres. Je voulais savoir la différence entre les deux termes. D'accord. Donc comme mentionné ici, il y a le learning rate, c'est un hyperparamètre. L'époque, c'est un hyperparamètre. Donc les modèles ou bien les paramètres concernent les modèles ou bien le modèle. Parce que le bias, on dit un paramètre, parce qu'il concerne le modèle. Parce que le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est finalement, ça se résume à ces paramètres. Si on connaît les paramètres, c'est bon, je peux faire la prédiction. Jusqu'à présent, pour ce problème, nous avons deux paramètres. D'accord? Pour pour ce problème. Parce que ce problème, ça s'écrit comment normalement? Y, c'est le modèle. Y égale bias plus W1, soi-disant, fois X1. C'est ça le modèle. Mais le modèle, c'est quoi exactement? Ce sont les paramètres. C'est tout simplement le bias et W1. Donc, ce sont les paramètres. Les autres qui entrent dans les calculs, pour le réglage, on les appelle hyperparamètres. Parce que regarde, pour mettre à jour le paramètre qui est bias, on utilise ce coefficient-là. Donc ce coefficient, c'est un hyperparamètre, c'est un paramètre de réglage. La même chose ici, c'est un paramètre de réglage.
Et ça, c'est le gradient. Celui-là, c'est aussi un paramètre de réglage. Pourquoi il est dit réglage? Parce que si je vais modifier ce paramètre, ce hyperparamètre, on va le modifier par exemple à 0,1, il va influencer sur la qualité du modèle, soit positivement ou bien négativement. Donc je régule. Je régule quoi? La manière d'apprentissage. Aussi, si je vais changer le nombre d'époques, c'est-à-dire je suis en train de réguler des hyperparamètres qui vont influencer sur le résultat trouvé. C'est quoi le résultat trouvé? Ce sont les poids vers la fin. Les poids vers la fin de l'apprentissage. Donc finalement, c'est ça la différence entre les hyperparamètres et les paramètres. Les paramètres sont liés directement au modèle et les hyperparamètres, ce sont des coefficients utilisés pendant la mise à jour des paramètres. Donc voilà, donc j'espère que tu as compris. Alors maintenant, jusqu'à présent, nous avons utilisé un nuage de points. Maintenant, pour une deuxième application, c'est-à-dire le dataset de advertising. Bien sûr, le dataset d'advertising, il a combien de colonnes? Il a 4 colonnes. La quatrième colonne, c'est la target, c'est Y. D'accord? Et les trois autres, ce sont les features, à savoir X1, X2 et X3. Donc, tout calcul fait, notre modèle doit avoir la forme suivante. Parce que c'est un problème de régression linéaire. On souhaite trouver un modèle de régression linéaire. Donc, le modèle va s'écrire sous cette forme-là. Donc, en général, quand il s'agit des valeurs grandes, pour éviter des calculs, c'est-à-dire parfois une grande valeur multipliée par une autre grande valeur, ça risque d'avoir une valeur très élevée. Donc c'est pour cela, en général, on opte pour ces cas de standardiser les données. C'est quoi la standardisation? C'est une affaire qui est très simple. Pour chaque x, c'est-à-dire x pour TV, je calcule la moyenne de TV et je fais x moins la moyenne. C'est-à-dire j'aurai 230,1 moins la moyenne sur la déviation standard. Donc, pour calculer la standardisation, on peut utiliser quelque chose à partir de sklearn qui est le pré-processing. D'accord? Et exactement standard scala. Et on peut transformer notre data pour éviter d'avoir des valeurs très grandes pendant l'apprentissage. Donc ici, j'ai un dataset. Donc la première affaire, c'est savoir récupérer le dataset ou bien la partie X, la partie features. Ensuite, extraire X1, X2 et X3. Parce que j'ai ici X1, X2 et X3. Et j'ai le Y aussi. Donc ça, c'est la première démarche dans ce projet. Bien, dans cette deuxième application, dont l'objectif est de réaliser l'algorithme de gradient descent from scratch. Bien sûr, on va se baser sur ce code source-là. Sachant que ici, nous avons un seul feature. Ici, nous avons 3 features. Donc, l'affaire, c'est la même chose. Bien sûr, ça, c'est un rappel pour le scaler. Donc, quelles sont les parties à modifier? Donc, les parties à modifier sont les suivantes. Donc, il ne faut pas les utiliser pour faire l'apprentissage. Et le reste, c'est la même chose. Donc, la même chose, pourquoi? Parce que tout à l'heure, nous avons utilisé le gradient Bayes de cette manière. Et le gradient W1, c'est le même. J'ai aucune modification ici. Donc, parce que j'ai le modèle ayant cette forme, donc il faut aussi calculer la dérivée de l'erreur par rapport à W2 et la dérivée de l'erreur par rapport à W3. Parce que l'algorithme de gradient descent pour un modèle ayant cette forme, on le connaît. Et c'est exactement celui-là.
Donc, la question qui se pose, c'est comment modifier ce programme pour arriver à ce programme-là. Les deux choses qui vont s'ajouter, ce sont cette partie-là, c'est-à-dire calculer la dérivée de l'erreur par rapport à W2 et calculer la dérivée de l'erreur par rapport à W3. Si on connaît comment calculer l'erreur par rapport à W1, c'est la même chose pour W2, sauf ici, bien sûr, on va faire ce changement-là. D'accord? W1 fois X, il met pour X1, d'accord? Ça, c'est pour X2, la deuxième colonne, et ça, c'est pour X3, d'accord? Donc, pour le BICE, il n'y a aucun changement. Alors, dans la partie implémentation, c'est la même chose. On sait comment ça s'écrit gradient W1, donc c'était ça la formule. Maintenant, pour le gradient 2, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut modifier, c'est juste la colonne. Pour le W1, on avait la première colonne, d'accord? Pour W1, on avait cette colonne. Maintenant, pour le W2, on va utiliser cette colonne. Et pour le W3, on va utiliser cette colonne. Ceci, bien sûr, en se basant sur la formule de base qui est la suivante. Sauf ici, je vais faire l'apprentissage en se basant sur Xtrain. Et Xtrain, pour le faire, on peut utiliser, comme nous l'avons montré précédemment, en utilisant Train Test Split. Donc, dans le code source précédent, je l'ai modifié de la manière suivante. Dans la partie initialisation, je dois initialiser aussi W2 et W3. Donc, qui donne ce code source. Ceci, bien sûr, pour la partie initialisation. Dans la partie gradient, calculer des gradients, il faut ajouter ces deux lignes-là pour calculer le gradient de W2 et calculer le gradient de W3. Donc, ajouter ces deux lignes-là. Voilà. Pour la partie mise à jour, il faut ajouter ces deux lignes-là. D'accord? Pour faire la mise à jour. Donc, par la suite, bien sûr, il faut se poser la question. Si jamais nous avons un dataset ayant 20 features, est-ce que je vais m'amuser à faire gradient W4 égale gradient W5 égale et ainsi de suite jusqu'à gradient W20 égale? Bien sûr, non. Et ce, normalement, il faut penser à une autre manière. Et cette manière-là, ce n'est que l'utilisation des produits matriciels. Par exemple, donc ça c'est un rappel qui concerne le produit de deux matrices, ou bien même le produit d'un vecteur et une matrice. Sauf, il y a une condition de le produit matriciel. Donc, par exemple, pour faire le produit de deux matrices là, deux matrices, donc doit être égal à une matrice, bien sûr. Sauf la condition qu'on doit avoir, c'est le nombre de colonnes de la première matrice, peu importe le nombre de lignes, d'accord, doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Et peu importe le nombre de colonnes. D'accord? Donc ici, le résultat, c'est quoi? J'ai les moyens pour calculer cette valeur. C'est-à-dire, cette valeur, ce n'est que la sommation de 1 fois 4, plus 2 fois 5, plus 3 fois 6. D'accord? Donc je vais, le résultat ici, c'est quoi? 4, plus 10, 14, plus 18, 32. Donc ici, j'aurai le résultat 32. Donc ça, c'est la première ligne, première colonne, ça donne ce résultat. Ensuite, si je vais mettre par exemple ici 7, je vais mettre ici 8, et je vais mettre ici 9. Le résultat, bien sûr, ça concerne une deuxième ligne. Donc ici, je dois mettre le résultat dans la deuxième ligne. Si je vais faire la multiplication avec la première colonne, le résultat sera stocké ici. C'est-à-dire 7 fois 4, plus 8 fois 5, plus 9 fois 6. D'accord? Il faut mettre le résultat ici.
Si jamais j'ai une autre, je sais pas, j'ai une autre colonne ici, d'accord? C'est-à-dire, je vais mettre ici 3, je vais mettre 8, et je vais mettre 1. Donc, la multiplication de cette ligne, par exemple, il faut toujours penser ligne-colonne. Ligne première matrice, colonne deuxième matrice. Donc ici, le résultat sera stocké quoi? Sera stocké où dans la matrice résultat? Déjà, la ligne c'est 2 et la colonne est 2. Donc je vais mettre ligne 2 et colonne 2 et je vais stocker le résultat ici. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc bien sûr, le résultat ce n'est que 7 fois 3 plus 8 fois 8 plus 9 fois 1 et le résultat sera stocké ici. Bien sûr, ça c'est le cas général. Pour le cas particulier, je vais avoir un vecteur fois une matrice ou bien comme le cas ici, j'ai une matrice fois un vecteur. Pourquoi? Parce que je souhaite remplacer cette partie-là. Parce que si jamais j'ai 20 poids ou bien j'ai 20 features, donc le résultat ça reste le même. Y hat égale à base plus W1 fois X1 plus W2 fois X3, 2 plus W3 fois X3 plus W4 fois X4 plus, et ainsi de suite, plus W20 fois X20. Mais on ne va pas faire cette manière-là, mais on va la résumer sous forme de produit matriciel. Autrement dit, je dois tout simplement faire le Y hat égale le base plus W plus le vecteur W, le produit matriciel X. D'accord? Tout simplement. À la place de tout ça, peu importe la taille, il sera remplacé par l'instruction suivante. D'accord? Donc, comme le cas ici, donc regardez, j'ai le base qui est 1,5, j'ai le W1 qui est égal à 1, j'ai le W2 qui est égal à 2, et j'ai le W3 qui est égal à 3. Ça, c'est un vecteur de poids. D'accord? Sa taille est le nombre de colonnes. D'accord? Parce que j'ai, par exemple, si j'ai 3 colonnes, pour le cas d'advertising problème, alors j'ai x1 et j'ai x2 et j'ai x3. Pour les poids, j'ai W1, W2, W3, parce que chaque colonne sera accompagnée par un poids. Alors, tout calcul fait, on peut avoir cette forme, c'est-à-dire cette matrice-là, pour le cas d'advertising, normalement c'est la même forme, regardez ici. Celle-là, c'est la même forme que la matrice que je viens de mettre. Et le vecteur de poids, c'est W1, W2, W3, si jamais je vais l'initialiser avec 0, 0, 0. D'accord? Voilà, donc ça, c'est un vecteur W. Ou bien je peux mettre ici carrément W1 et ici W2. Et la troisième valeur, c'est W3. D'accord? Donc c'est la même chose que ici, sauf ici, c'est un exemple qui est très simple pour montrer les calculs. Donc comment avoir le résultat de Y? Parce que ça, c'est Y hat. Sachant que j'ai une matrice de X, c'est-à-dire je vais avoir un vecteur de Y hat. Parce que chaque prédiction, ça concerne une ligne. D'accord? Donc combien de prédictions je vais avoir? C'est la taille de la matrice, ou bien le nombre de lignes de la matrice X. Le W, c'est le nombre de colonnes de la matrice X. 4, monsieur? Oui. Où ça, 4 ou bien 8? Parce que je sais pas ici. Normalement, comment? Si on ajoute autre W. Oui, si on ajoute autre W. Ici, on a 3 W. Donc, regarde ici, j'ai initialisé ces W-là avec 1, 2, 3. Donc, ici, c'est 1, ici, c'est 2, ici, c'est 3. Si on ajoute un autre W, c'est-à-dire plus W5, mais W5 fois X1 fois X5, d'accord? C'est-à-dire, je dois d'abord, non, W4, normal, W4 fois X4. Mais il faut déjà ajouter une autre colonne ici pour le X et ajouter une autre valeur pour le W.
D'accord? Donc ce résultat de y hat égale à quoi? Égale à base plus 5 fois 1 plus 6 fois 2 plus 7 fois 3. Donc 5 plus 12, ça fait 17, plus 21, ça fait 30. Attendez, peut-être je me suis trompé ici. Alors, 5 fois 1, 5, plus 6 fois 2, 12, c'est-à-dire 17, plus 21, 38, plus 1,5, 39,5. Donc ici, c'est 39,5. Voilà, c'est exactement ça, normalement. D'accord? Donc ça, c'est... Oui? Monsieur, donc utiliser fonction split, test Mhm. main split. Oui? Monsieur, toutes les valeurs de la colonne x, on met sur x train, mais pour x test, Oui, oui, pour Xtest, c'est sur Xtest, c'est la même chose. J'ai pas compris exactement la question. Parce que à partir de split, regarde, à partir de split, je vais avoir deux matrices. Pour la partie features, j'ai Xtrain et j'ai Xtest. D'accord? Et ces deux matrices, ils vont avoir la forme suivante. Par exemple, on peut supposer que ça, cette partie-là, c'est Xtrain, et cette partie-là, c'est Xtest. D'accord? Xtrain contient trois colonnes et Xtest contient aussi trois colonnes. Mais le nombre de lignes, certainement, le training dépasse la partie test. Parce on va prendre, regarde ici, 20% pour le test et 80% pour le training. Mais ça, c'est un exemple, d'accord? Ça, c'est pas, c'est en général pour faire. Ça, c'est pas Xtrain ou bien Xtest, mais c'est un exemple de produit d'une matrice par un vecteur. Le résultat, c'est un vecteur automatiquement. Parce que le résultat de produit de deux matrices, par exemple, si je reviens ici, c'est quoi la dimension de cette matrice? Le nombre de lignes de la matrice résultat, c'est le nombre de lignes de A, par exemple, si j'ai A fois B dans C, d'accord? La matrice A fois la matrice B dans la matrice C. Le nombre de lignes de la matrice C, c'est le nombre de lignes de la matrice A. Le nombre de colonnes de la matrice C, c'est le nombre de colonnes de la matrice B. Ici, j'ai quoi exactement? Ici, j'ai la matrice résultat qui est la suivante. Le nombre de lignes de C, c'est ça C, si vous voulez dire, c'est ça c'est A, et ça c'est B. Le nombre de lignes de C, c'est le nombre de lignes de la matrice X, ou bien A, qui est exactement le nombre de prédictions parce que j'ai 4 lignes. Donc, je dois avoir 4 lignes de prédiction. Le nombre de colonnes, je dois avoir le y hat, c'est qu'une valeur pour chaque ligne. Donc, égal au nombre de colonnes de la deuxième matrice qui est P. Donc, c'est pour cela qu'on va trouver ce résultat. Donc, bien sûr, si vous allez détailler, regardez, si je vais prendre cet algorithme-là, je vais le mettre ici, regardez. Je vais le mettre ici. Je vais le copier parce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire chaque partie. On a analysé ce code source. Et on souhaite résumer à la place d'utiliser chaque paramètre à part. Donc au lieu d'utiliser ça, on souhaite faire des changements. On va commencer par le y hat. Donc le y hat, au lieu d'utiliser cette manière de faire, d'accord, qui n'est pas généralisable, c'est-à-dire si le nombre de features change, je dois aller changer mon algorithme de gradient descent, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc je vais commencer, ou bien je commence par l'initialisation, regardez, par l'initialisation. Même ça, on ne doit pas avoir cette manière d'initialisation.
Donc, au lieu d'utiliser cette manière d'initialisation, je peux utiliser soit cette manière, ou bien aussi cette manière-là, d'accord? Qui est la même chose. Nous, en général, on va utiliser la deuxième. Parce que le X shape, on a déjà vu ce que c'est shape, ça retourne, par exemple, si on a une matrice de, par exemple, de 3 colonnes et de 5 lignes, c'est quoi ça? Son shape, c'est 5, 3. Ça, c'est shape. Et si je vais mettre 1, ça va retourner exactement cette valeur qui est 3. Et 3 indique le nombre de features, c'est-à-dire le nombre de paramètres. Donc si je vais faire un p.array, un p.zeros, machin, regardez comment utiliser un p.zeros. Je peux aller pour faire ici un p.array, d'accord, .zeros plutôt, .zeros, et je vais mettre 5. C'est-à-dire je vais générer 5 zéros. Si je vais faire 15, je vais générer 15 zéros. Et si je vais faire 3, je vais générer 5 zéros. Et si je vais créer une matrice, regardez ici, x égale à 1p.array, array, et je vais utiliser une matrice. Par exemple, ça c'est le premier enregistrement, 1, 2, 3, virgule. D'accord, et je vais faire combien de lignes contient cette matrice? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de colonnes? 3. Donc si je vais faire ceci, et je vais faire le x.shape, ça va donner quoi le x.shape? Ça va donner 5, 3. D'accord? Et si je vais utiliser ça, c'est-à-dire je vais utiliser 0, ça va donner 5. Si je vais utiliser 1, ça va donner 3. Moi, j'ai besoin de cette valeur. C'est pour cela on l'a utilisé ici, xShape.machin, c'est-à-dire le nombre de colonnes de la matrice X. Et ça va créer des zéros, d'accord? Des zéros, un p.0. Normalement, c'est pas la peine de même faire un p.array. Pourquoi? Parce que un p.0, ça retourne déjà un 1. Donc ici, normalement, il faut, d'accord? Je peux ne pas faire le transtypage. Donc, c'est pas la peine de faire ceci. Donc, je peux garder uniquement ça. Et ça, bien sûr, j'ai commencé une liste. Regardez ici, une liste. La deuxième initialisation. C'est quoi ça? C'est une liste. D'accord? L égale. D'accord? Si je vais faire L fois 5, on avait fait ça pour les listes. Ça va donner, ça va dupliquer 5 4 fois. C'est-à-dire si je... Comment? Comment? Monsieur, L fois 4, il doit écrire L fois 5. Non. Alors, L égale à 5, c'est une valeur. Si je vais mettre L fois 4, c'est-à-dire je vais mettre dupliquer cette valeur qui est 5 4 fois. Si je vais mettre L fois 10, je vais dupliquer ce 5 10 fois. D'accord? C'est-à-dire si j'ai ici un 0, et je vais faire la duplication, je vais avoir des zéros. Donc c'est exactement ce que je souhaite avoir ici. Len y, c'est quoi len y? C'est le nombre de plutôt le... Attendez, ça c'est pas bien. Parce que c'est pas len y ici, c'est... Non. Non, c'est pas len y, parce que sinon, je vais avoir... ici, c'est le nombre de lignes. Par contre, moi, je dois avoir le nombre de colonnes. Ça, c'est pas bien. D'accord? Je dois faire ça aussi. Je dois faire avoir la même chose. D'accord? Donc, ça fois shape 1 toujours. Donc, soit utiliser cette manière ou bien utiliser cette manière, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la partie initialisation. Parce que j'avais dit, je dois changer la manière d'initialisation pour que je puisse être général. Donc, j'ai généralisé cette partie. Par la suite, il faut généraliser ça. Et ça, je l'avais déjà expliqué comme quoi ce n'est qu'une multiplication de, d'accord, le produit de matriciel de x fois w.
Et x fois w, regardez le produit matriciel, comment il fonctionne. Si je tiens là, cette matrice, je vais la nommer, je sais pas, je vais mettre ici 4, 5, 6, d'accord, 7, 8, 9, et je recommence encore, d'accord, je vais recommencer, et j'ai ça, et j'ai une autre, ça c'est la matrice A. Je peux prendre une autre matrice, la matrice B, d'accord, mais cette matrice-là, je considère que je vais mettre combien de colonnes? Je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colonnes. Mais combien de lignes je dois avoir? Parce que la condition que nous avons pour faire le produit matriciel A dot B, A dot B égale une matrice C. On a en Python dot, le point dot, dot B. D'accord? Parce que A c'est un array, donc on a le dot. Sinon, on peut mettre numpy point dot A, A virgule B. Ça, c'est le produit matriciel de A fois B qui donne le résultat de résultat C. Bien sûr, les dimensions A doit avoir une dimension. Supposons que A, j'ai N1, M1, le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Et B, j'ai N2, M2. Mais pour faire le produit matriciel, il faut que le nombre de lignes, le nombre de colonnes de la première matrice égale au nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire ici, je dois avoir M1 pour pouvoir faire. Et le résultat C sera quoi? Comme il sera N1, M2. D'accord? La dimension de C. Donc ici, si je vais faire ici 6 colonnes, combien de lignes je dois faire? Je dois faire 3 lignes. D'accord? Je dois avoir 3 lignes. Donc ici, je vais faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Exactement 2 colonnes. Si je vais faire plus que 2 colonnes, ça va pas marcher le dot. Regardez c'est quoi le message d'erreur qu'il va donner. Parce que je peux utiliser ça, donc j'ai initialisé, je peux utiliser np.dot a virgule b. Non, b n'existe pas déjà, n'existe pas. Attendez ici, alors, a fois b. Ah non, ici parce que j'ai, non, le nombre de colonnes. Attendez, le nombre de colonnes de la première matrice égale nombre de lignes de la deuxième matrice. Non, non, nombre de colonnes. Voilà, ici le nombre de colonnes égale nombre de lignes. Mais je vais ajouter une autre chose. Donc je vais ajouter ça. Regardez, maintenant il a dit quelque chose. Shapes, 6 3 and 4 6 not align 3 dim. Voilà. Il faut avoir 6 3 et ensuite quoi? 3 6. 3 6. Et pas 4 6 comme le cas ici, c'est 4 6. Donc si je vais éliminer ça, ça marche. C'est quoi la matrice C qui est le résultat? Le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de A, d'accord, qui est, voilà, que je vais le mettre. Le nombre de lignes de A qui est 6. Et le nombre de colonnes, c'est le nombre de colonnes de B qui est aussi 6. D'accord? Parce que ici, c'est par hasard 6 fois 6. Mais ça n'empêche, je peux augmenter le nombre ici de lignes de A. Je peux augmenter le nombre de lignes de A et je peux ajouter ce que je veux. D'accord? Alors ici, toujours, on va avoir la même chose. Regardez ici. D'accord? Donc 11. Et la matrice C, c'est quoi alors son shape? Si je vais mettre shape, c'est-à-dire je vais avoir 11, 6. D'accord? Tout simplement. C, c'est quoi? C, c'est peut-être minuscule. Est-ce que j'ai mis C? Non, j'ai pas carrément, mais c'est égal. C'est égal. Voilà, C. Et si je vais imprimer, si je peux l'avoir de cette manière-là. Donc, tout calcul fait, ça rejoint ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, pour vous, vous allez essayer de faire la même chose.
Donc, allez, une fois vous êtes chez vous, sinon ça va prendre beaucoup de temps pour que je démontre ça aussi. D'accord? Et le transposé, c'est quoi? Pour juste avoir, pourquoi j'ai utilisé X transposé? Juste pour avoir que le nombre de colonnes, le nombre de colonnes, de calls de A, de la matrice A, égale nombre de lignes de la matrice, de matrice 2. D'accord? Matrice 2, je vais faire en général ici. Nombre de calls de matrice, de matrice, de matrice A, égale nombre de matrice 1, égale nombre de lignes de matrice 2. Par exemple, ici, si jamais j'ai pas je souhaite faire le A dot B, et regardez, si je vais inverser, je vais avoir 3 colonnes, 3 colonnes, mais j'ai 6 lignes, d'accord? J'ai 6 lignes, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 6. Maintenant, bien sûr, je ne peux pas faire le produit de A fois B. Je ne peux pas faire le A fois B. Mais regardez, si je vais, le B, il a quelle shape? Il a 6, 3. Si je souhaite transformer son shape, si je vais faire le B transposé, regardez, je vais inverser le nombre de, c'est-à-dire, je vais avoir ça pour le B, ça c'est la première ligne. 1, 3, 3, 3, 3, ça devient une ligne. La colonne devient une ligne. Donc la première colonne devient la première ligne. La deuxième colonne devient la deuxième ligne. La troisième colonne devient la troisième ligne. Ça en faisant le transposé. Donc maintenant, j'ai la matrice B transposée shape, je vais avoir 3, 6. Et maintenant, je peux faire le produit matriciel de A dot B transposé. Donc je peux le faire. Et ça revient en même. C'est pour cela ici, parfois, on doit faire la transformation. Je transforme le X transposé pour avoir finalement le nombre de quantités de mise à jour. Parce que le vecteur que je dois avoir ici, si jamais la dimension égale à 3, c'est-à-dire j'ai 3 colonnes, si j'ai x1, x2, x3, bien sûr je vais avoir combien de quantités de mise à jour? Gradient 1, gradient 2 et gradient 3. Donc c'est ça le résultat que je dois avoir. Donc c'est pour cela je vais faire le y moins y hat. Sa dimension c'est quoi? Si j'ai 100 lignes, d'accord? C'est-à-dire si j'ai 100 lignes, d'accord? 100 lignes. Combien le lin de y égale à combien? Lin y va être égal à 100, d'accord? Donc, sans faire le transposé, je risque d'avoir 100 gradients. Mais moi, j'ai besoin uniquement de 3 gradients. C'est-à-dire, je vais faire le transposé de x pour avoir ce x-là, ce x qui avait... je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah, sincèrement, je reviens vers vous. ياك ما هادشي صعيب فين راكم؟ إلا جاكم صعيب قولوها لي بعدا. كاين بعدا اللي فاهم ولا ما كاينش اللي فاهم؟ شوية تا واحد. شوية المهم. Très bien, شوف هادشي هذا bien sûr كيبغي المعاودة. Il faut répéter. Il faut pas s'attendre à comprendre tout de suite. Il faut un petit peu casser la tête. Mais je sais que c'est difficile au début. Mais certainement si vous allez insister. Parce que même moi, au début, je comprenais pas ces choses-là. Pourquoi maintenant je comprends comment ça marche? Parce que j'ai insisté. Donc il faut insister vous-même, consacrer un peu de temps et certainement vous allez répéter les choses. Vous allez comprendre. Bref, je termine ça et je
on va aller vers autre chose. Alors ici, j'étais en train de dire pourquoi le X transposé. Parce que dans le X, j'ai combien de lignes? Supposons que j'ai, je ne sais pas exactement le nombre de lignes, supposons que j'ai 100, mais j'ai 3 colonnes exactement. Parce que il ne faut pas oublier que je suis en train de régler le problème d'advertising. J'ai 3 colonnes. Regardez le problème d'advertising. J'ai 3 colonnes. Donc finalement, je vais avoir 3 W. D'accord, je vais avoir 3 W. Donc tout calcul fait, combien de gradients je vais avoir? Je vais avoir 3 gradients. Voilà. Donc, alors, si jamais j'ai une matrice de 100 fois 3, d'accord? Et c'est quoi si on revient vers la formule de base? Regardez, parce que moi, j'essaie de calculer ces gradients-là. Au lieu de m'amuser de calculer plusieurs gradients, je souhaite les rassembler dans un seul, d'accord? Dans une seule instruction pour généraliser le code. Parce que mon souci, si jamais je vais avoir 100 paramètres, c'est-à-dire un dataset qui contient 100 colonnes, je ne vais pas faire jusqu'à gradient 100. D'accord? X 100. Regardez, c'est la même chose, la même forme. Donc, au lieu de ça, je souhaite avoir quelque chose de général. Au lieu de toutes ces lignes-là, je souhaite avoir gradient W en général. Égale la même chose ici, et ici au lieu de x1, x2 et ainsi de suite, je souhaite avoir x, c'est-à-dire toute la matrice. Et ça, c'est la même chose. Donc l'affaire se résume à comment utiliser le résultat de ça. Regardez, la seule chose qui reste à calculer, c'est cette partie-là. Je vais la colorer en bleu. D'accord? Alors pour pouvoir faire ce calcul-là, c'est-à-dire à chaque fois j'ai un PSAM, bien sûr. Regardez, est-ce que ça, regardez, la partie rouge fois toute la partie bleue, ça donne une valeur. Donc c'est ça la somme. Donc c'est ça x, regardez, ça c'est x fois w. Donc c'est exactement ça. X, non c'est pas fois w, mais fois y moins y hat, parce que y hat c'est ça. Et regardez le y. Ah, bien sûr, le y de base c'est celui-là. Donc je peux avoir, je sais pas, 12, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà le. Donc le y moins y hat, c'est un vecteur ayant la même dimension. Ça, c'est le résultat. Y moins y hat. Si jamais ici j'ai 12, donc j'ai y moins y hat, c'est moins c'est 38, 24, 26, moins 26,5, moins 25,5. Bien, je simplifie. Je vais faire ici 10 et je vais faire ici 20. Donc y moins. Oh, juste, regardez maintenant. Voilà, je la rends. Alors, 38,12 moins 38,5. 12 moins 38,5 moins 26,5 moins 26,5. Donc, le y moins y hat, c'est un vecteur. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier ce vecteur-là avec cette matrice. C'est exactement ça. Donc, comment faire? Sachant que le résultat attendu, j'attends quoi le résultat? Parce que je vais faire des mises à jour. Et les mises à jour, je dois avoir la même dimension que W1. C'est-à-dire la mise à jour, je peux faire 0,1 ici pour W1. Je peux faire 0,2 pour W2 et je peux faire 0,3 pour W3. Supposons que c'est ça le résultat de mise à jour que je souhaite avoir. Donc cette matrice, cette matrice, doit donner un vecteur ayant cette dimension.
C'est-à-dire combien le shape du résultat égale à quoi? Tout calcul fait, soit une seule ligne, 3 colonnes, ou bien, autrement dit, je peux avoir 3,1. Donc, les matrices que je dois avoir, la matrice A que je dois avoir, regardez, parce que X doit donner uniquement 3 valeurs de mise à jour. Si je vais faire le X transposé, attendez, ça c'est le X. Si je vais faire le X transposé, je vais avoir quoi exactement? Je vais avoir 5, attendez, je vais avoir 5, 8, 4, 2. La deuxième ligne, 6, 9, 6, 3. La troisième ligne, 7, 2, 3, 4. Donc ça, c'est X transposé. Voilà, c'est parce que je cherche à faire le X transposé ici. Regardez, parce que j'ai un X transposé. Y moins Y hat. Y moins Y hat, c'est exactement ça. Regardez, Y moins Y hat maintenant. Voilà. Est-ce que je peux faire la multiplication de X transposé fois Y hat? Oui, je peux le faire. Parce que le nombre de lignes égale à 3. D'accord? Ou bien le nombre de colonnes de la première matrice qui est X transposé doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Sachant que ici j'ai 4 lignes et ici j'ai maintenant 4 colonnes. Donc je peux faire le produit de ça fois ça. C'est pour cela on a fait le X transposé dot Y moins Y hat. X transposé dot Y moins Y hat. Et ça va donner la valeur de mise à jour de W1, la valeur de mise à jour de W2 et la valeur de mise à jour de W3. D'accord? Donc je vais avoir les trois valeurs de mise à jour. Donc voilà, et le base, ça reste la même chose. Et finalement, pour faire la mise à jour, je vais avoir W. Oui, Monsieur, في عندنا الكالكول بالنسبة ل Y هات. oui. C'est pas la même chose كنا بغينا نديرو هذه الفونكسيون اللي درنا x بوان t. يعني واش تشونجا لي فالور؟ ما عاودي السؤال ديالك. monsieur تقدر ترجع للقناة؟ في هنا. monsieur Y هات حسبناها بواحد لي فالور اخرين يعني هو ديال لي كولون. Oui, هنايا oui. Oui, هادو 3 colonnes, oui, bien sûr. وي مسيو، ولكن كون بغينا نديرو لا سول حسبنا بإكس ترونسبور ماشي نفس لي فالور زعما. لا غادي يكونوا les mêmes valeurs. حيت علاش؟ حيت pour regarde, si on va utiliser une seule colonne, regardez. Parce que ça c'est valable pour chaque colonne. Pour calculer la première, c'est ça normalement, c'est la première colonne. Attendez. وي مسيو. Donc si x1 train, c'est la première colonne. C'est ça finalement. 5, 8, 4, 2. Fois quoi? Fois cette valeur, y moins y hat. C'est-à-dire je vais avoir 5 fois ça, d'accord? Plus 8 fois ça, plus 4 fois ça, plus 2 fois cette valeur. Et je calcule la somme. D'accord? La même chose ici si je vais faire x transposé. C'est 5 fois quoi? Fois cette valeur. Et ensuite, 8 fois cette valeur. Si jamais je vais avoir ici, je vais avoir une valeur V2.
et je vais avoir une valeur V3, et je vais avoir une valeur V4. Donc, 5 fois V1, fois V1, d'accord, 5 fois V1, plus 8 fois V2, plus 4 fois V3, plus 2 fois V4. Ça, si je vais utiliser chaque colonne individuelle, c'est-à-dire x1 fois la différence. Maintenant, je ne souhaite pas répéter le traitement. Je ne souhaite pas, ça c'est gradient W1, ça c'est gradient W2, ça si je vais mettre x2. La même chose, je dois faire pour x3, pour W3 plutôt. D'accord? Donc pour W2, je vais faire quoi? Je vais faire le x2, c'est-à-dire 6 fois 1. Tu es bien d'accord? Non, 6 fois V1 plus 9 fois V2 plus 6 fois V3 plus 3 fois V4. Parce que j'ai le x fois le y train moins y hat qui est celui-là. Pour le W3, c'est-à-dire le gradient W3, je vais avoir 7 fois V1 plus 2 fois V2 plus 3 fois V3 plus 4 fois V4. Alors, à la place d'utiliser cette manière-là, je souhaite résumer le tout en une seule instruction qui est la suivante, qui est le x transposé, ou bien le 1p dot, regarde, le 1p dot, x transposé fois y moins y hat. D'accord? C'est ça. Alors, ce résultat-là, je dois déjà avoir le x transposé. Et le x transposé, c'est quoi? C'est exactement ça. Et je vais vérifier, est-ce qu'il donne la même chose que tout à l'heure? Regardez le premier gradient égal à combien? Je vais l'écrire ici, le gradient 1, G1. Le gradient, non, le gradient 1. Ou bien je vais mettre ça. Alors. Le gradient 1 pour W1, le gradient de W1 égal à, je vais dire 5 fois combien? Fois V1 plus 8 fois V2 plus 4 fois V3 plus 2 fois V4. Tu es bien d'accord? Bien sûr. Monsieur, Oui, tu sais pourquoi واحدة درناها horizontal وحدة درناها vertical؟ فين هالشيء؟ في التست الأولاني كنا درنا W1 W2 W3. هنا هذه لا حسبنا X train. فين اكس راي؟ فين هي؟ كال ماتريس هذه؟ التست الأولاني X حسبناهم vertical وحدين حسبناهم لا horizontal. شوف d'abord qu'est-ce qu'on souhaite calculer? Là je calcule le gradient, il faut pas faire la confusion avec le y hat. Le y hat c'est base plus w1 fois x1, c'est-à-dire c'est 1 fois 5 plus 2 fois 6 plus 3 fois 7. D'accord? Est-ce que tu es bien d'accord? Ça, c'est pour le y hat. Maintenant, la formule de mise à jour de gradient, on sait déjà qu'on a cette formule pour l'exemple HADA. On a cette formule. Et au lieu d'utiliser ça, on souhaite faire une transformation pour utiliser à la place de tout ce calcul-là. Je souhaite la transformer en une seule ligne. Donc, peu importe le nombre de W, je vais avoir une seule ligne. Donc, c'est pour cela que je suis ici. Alors, si je reviens là, le gradient W2 va être égal à quoi? Dis-moi, va être égal à quoi le gradient W2? C'est-à-dire, c'est en fonction de la deuxième colonne, c'est 6, d'accord, fois quoi? Fois V1 plus 9 fois V2 plus
6 fois V3 plus 3 fois V4 et ainsi de suite. Donc, au lieu d'utiliser cette manière-là, je vais utiliser une seule insélection, c'est-à-dire X transposé. Le X, c'est celui-là. Le X transposé, c'est ça. Donc, le X transposé, les lignes deviennent colonnes. C'est-à-dire cette ligne-là, cette ligne, 5, 6, 6, 7, elle devient une colonne. 5, 6, 7. Et la même chose pour les autres lignes, ils deviennent des colonnes dans le X transposé. Pourquoi j'ai fait le transposé? Pour pouvoir faire ce calcul-là, sinon je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire quoi? J'ai besoin de faire un produit matriciel. Pour remplacer tout ce traitement-là, je vais faire x dot, x transposé, dot y moins y hat. Donc si je vais faire x transposé, dot y moins y hat, qui est celui-là, c'est-à-dire je vais faire la même chose. 5 fois V1, attendez, je vais transformer. Si je vais faire x dot fois y moins y hat, qui est celle-là. Alors, x dot fois x transposé plutôt fois y moins y hat, qui est le dot, le produit matriciel. Donc, si je vais faire, c'est quoi le résultat de cette partie-là? Ça donne quoi? Ça donne une matrice. C'est quoi cette matrice? C'est 5 fois quoi? Fois V1 plus quoi? Plus 8 fois V2 plus 4 fois V3 et plus 2 fois V4. Je passe à la deuxième ligne. C'est 6 fois V1 plus 9 fois V2 plus, je suis ici maintenant, plus 6 fois quoi? Fois V3. Toujours en appliquant le nombre de lignes le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Plus 3 fois V4. D'accord? La troisième mise à jour, c'est 7 fois quoi? Fois V1 plus 2 fois V2 plus 3 fois V3 plus 4 fois V4. Et ça, c'est exactement gradient 1 parce que égal à une valeur, ça c'est égal à gradient 2 et ça égal à gradient 3. Parce que on attend une mise à jour ayant la forme suivante. Si jamais j'ai CW, cette matrice-là, la mise à jour sera W1, c'est-à-dire ici j'ai W1, ici j'ai W2 et ici j'ai W3. Donc égal à quoi? Égal l'ancienne valeur moins le gradient. D'accord? C'est ça, parce que j'ai G1, donc les valeurs de mise à jour, G1, G2, G3. Donc je peux faire hada moins hada. D'accord? Donc ce vecteur-là moins ce vecteur pour pouvoir faire la mise à jour. Et ça va donner la mise à jour. Donc ça c'est W. Si vous voulez dire, ça se résume en un vecteur W. Grand W égale. Grand W égale. Voilà, c'est cette partie-là. Pardon. C'est cette partie-là. D'accord? Donc je peux, une fois calculer les gradients, je dois avoir 3 valeurs de gradient. Et je ne peux avoir 3 valeurs que en utilisant ce produit matriciel. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est 3 lignes fois combien de colonnes? Fois une colonne. C'est exactement 3 lignes, une colonne.
Donc j'espère que vous avez compris. Sinon, je vous invite à répéter cette chose-là. Si vous n'avez pas compris, c'est pas trop grave, d'accord? Parce que pour étudier le machine learning, il y a deux chemins. Comprendre les choses, comment ça se fait derrière. Et bien sûr, la deuxième partie, c'est en utilisant les libraries. Mais moi, je vous conseille de comprendre les choses aussi comment marche derrière, c'est-à-dire quelle est la partie mathématique utilisée derrière. C'est tout simplement c'est ça. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Merci. D'accord. Alors maintenant, on va essayer de prendre une pause, d'accord, de 15 minutes et on revient pour faire la régression, finalement, la régression logistique, d'accord? En commençant avec sklearn et on va essayer de faire son sklearn parce que c'est le même algorithme. Finalement, si vous avez compris ça, l'algorithme de gradient descent, c'est partout, il est utilisé pareil. Il est utilisé dans les réseaux de neurones, ou bien il est utilisé dans la régression linéaire. La régression linéaire, cet algorithme-là, il est utilisé dans la régression logistique et il est utilisé dans les réseaux de neurones. Artificial Neural Network, ANN. D'accord, ce sont les réseaux de neurones. D'accord, donc le même algorithme est utilisé partout. Donc voilà, donc d'ici un quart d'heure, on va se voir. Sinon, avant ça, il faut tester ce code. Il faut le prendre. Je vais vous envoyer le cours. Il faut prendre tout le code. D'accord? Exactement cette partie-là. Il faut tester ce code et ensuite tester ce code-là pour arriver au même résultat que l'utilisation de la libraries et ce pour le problème d'advertising. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire la standardisation. Voilà, à tout à l'heure.